Bonjour, je m'appelle Nicolas de Champry, je suis consultant et formateur en gestion de projet, gestion des services informatiques et gestion de la transformation numérique. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir été choisi pour préparer et animer ce webinaire sur le thème du bon usage de l'intelligence artificielle dans la transformation numérique avec ISO IEC 42001. Merci de vous joindre au webinaire régional d'aujourd'hui organisé par PECB. Leader mondial de la certification et de la formation, PECB est présent dans plus de 150 pays et permet aux professionnels de faire valoir leur expertise en matière de sécurité numérique et dans d'autres domaines. Je suis Nicolas de Champry, formateur pour OO2 Formation et Consulting, un acteur clé du marché de la formation continue avec un catalogue diversifié de plus de 800 cours dans de nombreux domaines. OO2, partenaire Platinum de PECB, est très présent en Afrique francophone et en Europe, notamment en France, en Belgique et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons commencer par un petit rappel de ce qu'est la transformation numérique et de ce qu'est l'intelligence artificielle, avec un bref historique des faits marquants dans l'histoire de l'IA et des exemples de l'application de l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous parlerons également brièvement des principes de fonctionnement d'une intelligence artificielle, des notions d'éthique, des risques, bien sûr, liés à l'IA et de l'éthique, et je dirais la partie qui nous intéresse le plus ici, de ce qu'est un système de management de l'intelligence artificielle, et particulièrement le cadre proposé par ISO 42001 pour constituer donc un système de management de l'IA. Je conclurai avec quelques conseils sur la mise en œuvre du système de management de l'IA, quelques références documentaires et ensuite je répondrai aux questions que vous vous posez suite à ma présentation. Si vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la transformation numérique? La transformation numérique, on en parle beaucoup, on parle beaucoup d'ailleurs de transformation digitale, mais c'est un anglicisme, en français on devrait dire transformation numérique. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir à intégrer les technologies numériques nouvelles, telles que l'intelligence artificielle, mais aussi le machine learning, le big data, toutes les technologies qui servent à la mobilité, ou encore le cloud computing, l'Internet des objets, l'Internet of Things, ou encore la blockchain, et la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. L'objectif d'une vraie transformation numérique, c'est pas seulement d'optimiser des processus, je dirais, au sein de l'organisation, de les rendre plus rapides ou plus performants ou plus sécurisés, par exemple. L'objectif va au-delà. De tout temps, l'information a été synonyme de pouvoir. Par exemple, dans les conflits, eh bien, connaître les plans de son adversaire, ça peut être particulièrement utile. En réalité, le numérique change un petit peu la donne, car il permet d'obtenir de plus grandes quantités de données grâce donc à l'Internet et à toutes les applications, réseaux sociaux, applications mobiles, etc. Il nous permet d'obtenir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'avant. Autrement dit, la transformation numérique, au-delà des simples optimisations des processus existants, aboutit pour de nombreuses organisations au fait de repenser complètement leur modèle économique, leur business model autour du numérique. Les enjeux sont importants. Il est clair que les organisations qui vont tarder à rentrer dans cette
dans cette ère de la transformation numérique, vont, je dirais, prendre un retard concurrentiel par rapport aux autres organisations, rapidement important. Voilà pourquoi c'est tellement à la mode en ce moment de parler de transformation numérique. Évidemment, quand on parle de transformation numérique, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Non pas que les autres technologies ne soient pas intéressantes, mais l'intelligence artificielle, c'est un petit peu le cœur de la transformation numérique. C'est ce qui potentiellement va apporter le plus de valeur ajoutée en combinaison avec les autres technologies citées. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Comme vous pouvez le voir ici, c'est une discipline qui vise à faire par des machines ce qui était jusqu'à présent réservé à des humains. On entend par là, finalement, intelligence artificielle, eh bien, la capacité, par exemple, de raisonner, de planifier, de créer des choses. La capacité aussi de comprendre, de lire, mais de comprendre aussi le langage naturel, verbal, de parler. En fait, toute capacité qui rapproche la machine des capacités humaines. Les objectifs vont bien au-delà de la simple simulation ou de la simple imitation. Il ne s'agit pas simplement de faire comme l'homme, mais il s'agit de faire même mieux que l'homme. De la même manière qu'une simple calculatrice est capable d'effectuer des calculs de façon infiniment plus rapide, infiniment plus précise, et infiniment plus fiable aussi que le cerveau humain, les enjeux de l'intelligence artificielle sont de faire encore mieux que l'homme, de nous permettre non pas de remplacer l'homme par la machine, mais au contraire d'étendre les capacités de nos organisations en disposant d'outils qui sont capables de faire une partie de ce que nous faisons d'une manière bien meilleure, de manière plus fiable, beaucoup plus rapide. L'exemple le plus simple, c'est bien sûr le traitement de données. Aujourd'hui, les ordinateurs et les programmes d'IA sont capables de traiter des volumes de données extrêmement importants que voilà, que l'homme ne saurait pas traiter aussi bien et aussi vite. Donc, voilà pour les enjeux, pour la définition de l'IA et les enjeux qui sont derrière. Nous n'en sommes très certainement encore qu'au début du développement de l'intelligence artificielle. Les capacités déjà atteintes commencent à être impressionnantes, mais pour cela, voyons un petit peu l'historique de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. On a commencé à parler d'intelligence artificielle à partir de 1956, où l'expression intelligence artificielle aurait été prononcée pour la première fois lors de la conférence de Dartmouth. Toutefois, on parlait d'intelligence artificielle, même si on ne la nommait pas de la même manière à l'époque, avant, dès les années 50. En effet, le fameux test de Turing, qui consiste à évaluer la capacité d'une machine à se faire prendre pour un être humain, à être confondu avec un être humain. Ce test a été développé dès 1950, ce qui montre que dès le début de ces années, on s'y intéressait, et je ne vous parle pas de ce dont on rêvait avant au travers des auteurs de science-fiction, bien entendu. Les débuts ont été un petit peu lents. Pourtant, dès 1959, il y a eu une publication sur le machine learning, sur l'apprentissage automatique, suite aux travaux qui ont été faits sur le développement d'un jeu de dames
qui apprenait à jouer au fil de ses parties. Donc, il y a eu un premier travail sur l'intelligence artificielle dans le début des années 50, hein, qui a abouti à un programme qui a réussi à vaincre le quatrième meilleur joueur des États-Unis au jeu de dames. On passe ensuite en 1996. Hein. Il y a eu des périodes, malheureusement, où faute d'investissement, faute peut-être aussi de progrès technologiques sur les capacités de traitement des machines, l'IA a progressé relativement lentement, on va dire. Mais l'un des faits marquants a été en 1996 l'exploit de Deep Blue, développé par IBM, qui a réussi à rivaliser avec Garry Kasparov, le meilleur joueur des échecs au monde, et qui a réussi à gagner plusieurs manches contre ce joueur. Ça, c'est l'un des premiers faits parmi les plus marquants. Par la suite, Watson, toujours développé par IBM en 2011, est une intelligence artificielle qui a réussi à participer et à gagner au jeu télévisé Jeopardy, et ce, en langage naturel. Autrement dit, la machine a compris les questions qui étaient posées et y a correctement répondu. L'année suivante, Google faisait aussi un gros progrès en introduisant de la reconnaissance de visage dans les vidéos YouTube, par exemple. 2 ans après, Eugène Guzman est le nom donné par un programme développé en Russie et qui a été le tout premier à réussir à passer le fameux test de Turing. C'est-à-dire que plus de 30% d'un jury humain a vraiment cru être en train de chatter avec un être humain et non pas avec une machine. Depuis, d'autres l'ont fait aussi, bien sûr, hein, mais ce fut quand même un exploit notable. Quelques autres faits, mais il y en a eu beaucoup qui se sont enchaînés à partir de ces années-là, quelques autres faits marquants. Google encore a développé AlphaGo. AlphaGo est un logiciel qui joue aux jeux stratégiques, aux jeux de Go, qui est réputé pour être l'un des plus difficiles au monde, le plus difficile au monde, et a gagné. Donc, cela montre une grande augmentation des capacités de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Je citerai enfin le développement de LeapNet par l'université d'Oxford. LeapNet est une application qui a été mise pour être capable de lire sur les lèvres. Donc, non seulement l'intelligence artificielle est capable de comprendre du texte, elle est capable de comprendre ce que nous disons quand nous parlons, et maintenant, elle est même capable de le lire sur nos lèvres. Plutôt impressionnant comme performance. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres évolutions. Je dirais que il aurait fallu plusieurs pages pour mettre toutes les nouveautés qui paraissent mois après mois, semaine après semaine et parfois même jour après jour dans le monde de l'intelligence artificielle qui est en pleine expansion. Quelques petits exemples que nous pouvons constater au quotidien quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Déjà, nos moteurs de recherche sur le web sont devenus extrêmement plus performants grâce à l'IA. L'IA analyse les contenus, peut juger de la pertinence des contenus par rapport à la requête posée par l'utilisateur, et les moteurs d'indexation, tels que celui de Google par exemple, sont même capables de déceler les copies. Par exemple, eh bien, si vous vous contentez de créer un site web en recopiant des choses qui ont déjà été publiées sur d'autres sites web, eh bien, l'intelligence artificielle est capable de le détecter et donc de pénaliser en termes de classement
votre site qui n'apporte pas de contenu original. Ce ne sont que des exemples de l'application de l'IA dans les moteurs de recherche. Il y en aurait bien d'autres, évidemment. En ce qui concerne vos messageries, enfin nos messageries, eh bien, tous les filtres anti-spam, vous avez remarqué ces dernières années tous les progrès qui ont été faits. Les premiers filtres anti-spam qui ont été mis à disposition du grand public ne filtraient pas toujours très bien. On avait encore des pubs dans nos boîtes mail principales et on se retrouvait avec des mails qui n'étaient pas des spams parfois dans la boîte spam. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça n'arrive pratiquement plus jamais. Toujours pour les mêmes raisons, l'IA est utilisée pour analyser plus précisément les contenus, les origines des mails, etc., et avoir une classification beaucoup plus pertinente au sein des messageries. Bon, je vais pas citer, voilà, je vous en ai cité beaucoup, mais le développement des assistants personnels comme Alexa, Cortana, Siri ou autres est aussi un très bon exemple de l'intelligence artificielle. Vous parlez à une machine qui vous répond, qui vous donne des conseils, qui vous aide à gérer votre agenda personnel, par exemple, ou des choses comme ça. Évidemment, l'IA est très utilisée dans les outils de traduction. Et plus récemment, nous avons vu et nous constatons jour après jour les progrès faits par les outils d'IA dites génératives, tels que ChatGPT, qui sait générer du texte en réponse à de simples sollicitations ou questions, ou encore DALL-E ou Midjourney, qui savent générer des images à partir d'une simple description textuelle. D'ailleurs, pour votre information, les illustrations mises dans cette présentation, les images, comme ici à droite de la page, eh bien, ont été générées avec DALL-E. Autre exemple, nos outils de navigation comme Google Maps ou Waze. Au début, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, eh bien, les outils de navigation ne connaissaient que les cartes et étaient capables de vous donner le chemin soit le plus court en distance, soit le plus rapide selon les vitesses maximum autorisées sur les types de routes. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la collecte d'informations en temps réel sur les conditions de circulation, eh bien, ces outils sont capables de beaucoup plus en nous proposant les meilleurs itinéraires selon les conditions actuelles de circulation. Voilà encore un bon exemple de l'application de l'intelligence artificielle telle que nous la vivons au quotidien. Autres exemples encore, les sites marchands. Quand nous faisons nos achats sur Internet, sur des sites marchands comme Amazon par exemple, eh bien, vous voyez que des propositions sont faites au fur et à mesure que nous achetons des articles, que nous les ajoutons au panier, des propositions qui sont basées sur l'analyse du comportement, de notre propre comportement, ainsi que celui des autres acheteurs qui se sont intéressés aux mêmes articles. Ainsi, eh bien, en ayant choisi un article, automatiquement, on vous en propose d'autres qui sont quand même assez pertinents et qui sont basés sur vos prétendus centres d'intérêt. Là encore, il s'agit d'analyses réalisées par des moteurs utilisant l'IA. Et enfin, le dernier exemple que je cite ici, c'est dans nos jeux vidéo. Si certains d'entre vous sont des gamers, comme on dit, vous avez certainement remarqué ces dernières années les progrès qui sont faits dans les jeux vidéo, que ce soit pour le réalisme, pour la qualité graphique, mais aussi et surtout pour le comportement des personnages non joueurs, c'est-à-dire des personnages qui sont animés par des intelligences artificielles. Et tout cela est bien sûr rendu possible grâce au développement de l'intelligence artificielle. Et on pourrait citer certainement beaucoup d'autres exemples de l'utilisation que nous pouvons constater de l'IA dans notre vie quotidienne. Sur le plan professionnel, l'IA s'est bien entendu invitée dans de très très nombreux domaines. J'en cite quelques-uns ici par ordre alphabétique, sans
sans préférence, on ne va pas tous les passer en revue, mais par exemple, dans l'aviation, qu'il s'agisse de l'aviation civile ou militaire, l'IA est très utilisée pour plein de choses. Elle est très utilisée pour aider à la conception de nouveaux aéronefs. Elle est très utilisée pour aider à la formation des pilotes, par exemple, au travers de simulateurs de vol de plus en plus performants grâce à l'IA et de plus en plus réalistes également grâce à l'IA. Elle est utilisée aussi pour la planification des vols, pour le suivi des opérations, etc. Bref, enfin, ça semble évident. Dans l'armée, évidemment, aussi, tant sur le plan de simulation stratégique et tactique que sur la conception d'armements plus modernes, comme par exemple pour le guidage des missiles ou pour les drones autonomes, par exemple. Bref, les finances est un exemple que nous constatons le plus souvent, et dont nous sommes témoins le plus souvent, avec les outils de trading automatique, avec bien entendu le scoring fait par les banques avant de vous accorder un prêt, par exemple. Eh bien, tout cela utilise évidemment à grande échelle l'intelligence artificielle pour eh bien pour effectuer ces opérations financières ou pour fournir des conseils et des autorisations, pas des autorisations, des recommandations, pardon, aux traders et aux financiers. Dans l'industrie, la robotisation, effectivement, bénéficie largement aussi de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de passer dans l'industrie d'une ère où les robots ne pouvaient que répéter des mouvements qu'on leur avait appris, à une ère où les robots peuvent analyser eux-mêmes le travail qu'ils sont en train de faire et corriger eux-mêmes, adapter eux-mêmes leurs mouvements, leurs gestes, je ne sais pas comment dire ça, mais précisément, les opérations qu'ils font au cas par cas, selon, selon les paramètres des situations qu'ils rencontrent. Bref, je ne vais pas les citer tous, mais la musique, le monde de la musique est en train d'être révolutionné par les IA. Il y a déjà en ligne des outils qui vous permettent de composer vous-même des morceaux entiers, incluant même le texte. Vous dites, je veux écrire une chanson sur tel thème. Vous dites, tiens, je préférerais plutôt que ce soit du rap ou du rock ou du que sais-je encore. Et l'IA vous génère le morceau complet, y compris avec les voix, si vous le lui demandez. À se demander ce que va devenir l'industrie de la musique et ce que vont devenir les artistes face à tout cela. Pareil, bien sûr, pour l'imagerie, hein, ça marche de la même façon. En médecine, d'énormes progrès ont été réalisés aussi grâce à l'IA, particulièrement en imagerie et en traitement d'imagerie médicale, en aide au diagnostic, entre autres. Bref, bon, en marketing, ça va de soi, tout ce qui est marketing digital qui profite largement de l'intelligence artificielle pour préparer des communications, par exemple. Évidemment, associé à la gestion des données biométriques, tout ce qui est sécurité, sécurité intérieure, évidemment. Bref, de très très nombreux domaines bénéficient aujourd'hui déjà de l'IA et nous n'en sommes qu'au début. Comment fonctionne une IA dans les grandes lignes? Ce petit schéma résume un peu donc ce fonctionnement. Tout en haut, on parle de choix, de conception, d'ingénierie et de supervision. C'est la partie humaine du travail. Voilà. Pourquoi on veut intégrer une IA? Pour lui faire quoi? Comment? De quelle manière? Et surtout, et comment on va la surveiller? La plupart des IA ont besoin d'un apprentissage initial. En effet, l'IA, c'est quoi? C'est avant tout un traitement de l'information, donc un logiciel informatique qui utilise des algorithmes pour traiter de l'information. Mais pour qu'elle soit qualifiée d'IA, ce traitement a besoin généralement de s'appuyer sur des modèles qui constituent sa propre connaissance. Et cette connaissance, elle est généralement le fruit d'un apprentissage automatique. Donc, lorsque l'on met en place une IA,
généralement, on lui fournit des données d'apprentissage. On fait tourner donc nos algorithmes sur ces données de manière à, eh bien, à produire de la connaissance et des modèles selon la finalité recherchée. Par exemple, si je veux apprendre à une IA à reconnaître certains objets dans des images, eh bien, je vais d'abord devoir lui apprendre en lui fournissant une quantité suffisante d'images qui contiennent des photos de l'objet en question. Et par le biais de l'apprentissage automatique, l'IA va construire ses propres modèles de reconnaissance dans les images. Une fois cet apprentissage effectué, alors le logiciel, l'IA, peut être mise en service sur des données réelles. Et elle va ainsi pouvoir effectuer les traitements en utilisant sa base de connaissances, en utilisant ses modèles, pour produire des résultats attendus qui peuvent être eh bien, des prédictions, des actions, comme par exemple encadrer, dans notre exemple, encadrer l'objet retrouvé dans l'image. Voilà. Ça peut être des recommandations et parfois même des prises de décision. Ce que vous pouvez voir également dans le schéma, c'est qu'il est possible de faire en sorte que l'IA continue d'apprendre alors qu'elle est en production. En effet, les données de production, les informations qu'on lui demande de traiter, peuvent également être considérées comme des informations, comme des données d'apprentissage complémentaires. Et donc, tout ou partie de ces informations, qu'elles soient des données d'entrée ou qu'elles soient le fruit du traitement, peuvent aider à poursuivre l'apprentissage de la machine et donc à enrichir et à préciser les connaissances du modèle. C'est d'ailleurs ce qui est le plus souvent fait, car avoir une IA qui est figée dans son contenu présente bien sûr moins d'intérêt que d'avoir une IA qui évolue en fonction de ce qu'on lui fait faire. C'est d'ailleurs, par exemple, toute la différence entre ChatGPT 3, la version gratuite, et ChatGPT 4. ChatGPT 3 a été formé avec le contenu du web pendant une certaine donnée et il n'y a plus d'apprentissage continu, ce qui fait que ces réponses sont de moins en moins pertinentes au fil du temps et moins complètes, là où la version complète, elle, est en auto-apprentissage permanent. Donc voilà pour les grands principes de fonctionnement des IA. Notez toutefois que c'est pour ça qu'il y a des objets en pointillé dans le schéma. Toutes les IA ne nécessitent pas nécessairement ou obligatoirement d'apprentissage initial ou d'apprentissage continu. Toutefois, une IA, ce n'est qu'une machine. Et parce que ce n'est qu'une machine, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas de, comment dire, elle n'a pas de notion de valeur, elle ne sait pas ce que c'est que le bien ou le mal, par exemple, elle ne ressent rien, ni peine, ni joie, ni tristesse, ni bonheur, ni colère, ni quoi que ce soit. Une machine, elle ne réfléchit pas vraiment, elle ne fait que simuler cette réflexion, ce qui signifie que des dérives peuvent rapidement arriver. L'un des exemples les plus connus, c'est l'exemple de TAI. TAI, qui est l'acronyme de Thinking About You, en pensant à vous, est un chatbot qui a été développé par Microsoft et Bing et qui a été mis en ligne en 1976, c'est 2016, excusez-moi, en 2016, et qui a été mis en ligne donc pour les abonnés de Twitter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fallu moins de 24 heures pour que cette IA, qui était donc programmée pour apprendre de ses propres échanges avec les internautes, il a fallu moins de 4 heures pour qu'elle, je dirais, pour qu'elle franchisse des limites, pour qu'elle devienne raciste, pour qu'elle devienne sexiste, et misogyne, antisémite.
Autrement dit, des internautes, soit par défi, soit par jeu, soit par mauvaise intention, ont tenu volontairement tout un tas de propos indécents jusqu'à obtenir le fait que l'IA les répète, les assimile et les répète. Cet exemple montre l'un des dangers, l'un des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples dans lesquels l'intelligence artificielle a été utilisée à des fins malhonnêtes. De la même manière que l'on peut l'utiliser pour des choses, pour gagner énormément de temps, comme je l'ai fait pour gagner beaucoup de temps pour illustrer cette présentation en faisant générer toutes les images qui sont représentées dans ces diapositives. Hein. Il m'a fallu à peine 1 ou 2 minutes par image, là où il m'aurait fallu des heures de recherche sur Internet si j'avais voulu utiliser des images existantes, et encore plus de temps si j'avais voulu les créer moi-même. Donc, de la même manière qu'on peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. Et les gens malhonnêtes ou mal intentionnés n'ont pas attendu, bien sûr, et eux-mêmes utilisent déjà beaucoup les possibilités de l'IA pour toute forme, je dirais, d'abus et de criminalité. Par exemple, pour faire du hameçonnage, du phishing, eh bien, il est évident que l'IA peut être utilisée pour simuler encore mieux des sites, envoyer des faux mails pour qu'ils aient l'air encore plus vrais et pour inciter les gens à communiquer leur code, par exemple leur code de carte bleue, ou à faire des opérations en gros qui mènent à de l'escroquerie. Donc, attention, les possibilités de l'IA sont phénoménales et on est loin encore de comprendre tout ce qu'elle peut permettre de faire et de l'exploiter pleinement. Mais ça veut dire aussi que beaucoup de choses malhonnêtes, peuvent être facilitées par l'IA, telles que l'usurpation d'identité par exemple. Il faut donc être particulièrement vigilant quant au risque que représente le fait de vouloir utiliser des intelligences artificielles. Je vais prendre même un petit exemple très simple. Dans de nombreuses entreprises, sans même qu'on se soit posé la question, des employés se sont mis à utiliser, par exemple, ChatGPT ou d'autres moteurs utilisant l'IA de ce type, et pour s'aider dans leur propre travail. Mais ce faisant, ils fournissent à cette IA qui est dans le cloud des informations qui peuvent être parfois des informations confidentielles de l'entreprise. Même si ça ne part pas d'un mauvais sentiment, c'est pour pouvoir être plus efficace au travail, c'est pour pouvoir… voilà. Il n'empêche que le simple usage d'outils grand public de l'IA eh bien, pourrait facilement conduire à des fuites d'informations confidentielles dans les entreprises. C'est pourquoi il faut être particulièrement vigilant au sein des organisations quant à l'usage des IA. On ne sait pas toujours les informations que nous communiquons, où elles vont, où sont-elles stockées et comment elles pourraient être utilisées par les IA et par les gens qui stockent les informations qui leur sont communiquées. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est essentiel, je dirais même, quand on veut mettre en place un outil d'IA dans une organisation, de se poser la question des valeurs éthiques que l'on souhaite défendre. Autrement dit, d'être vigilant sur l'éthique, sur la responsabilité. Ça, c'est une vraie question, la responsabilité par rapport à l'IA. Par exemple, si un véhicule autonome, donc piloté par IA, provoquait un accident, qui serait responsable? L'usager du véhicule? Son propriétaire? Le fabricant du véhicule? Le sous-traitant qui a développé l'IA pour le fabricant? Pas facile de répondre à ce genre de questions. Mais ça veut dire qu'il est essentiel quand une organisation
souhaite mettre en place un outil utilisant l'IA, qu'elle soit prête à en assumer l'entière responsabilité, c'est-à-dire toutes les conséquences, aussi mauvaises que bonnes. La transparence. Toute décision prise par l'IA devrait pouvoir être justifiée par l'homme. Autrement dit, les processus mis en œuvre utilisant de l'IA et particulièrement qui aident à la prise de décision dans les organisations devraient être transparents. On devrait être capable d'expliquer pourquoi c'est effectivement bien la bonne décision ou la bonne recommandation. Bien sûr, il faut que l'IA soit fiable, voilà, et qu'elle respecte nos données, notre vie privée, et enfin, que l'IA soit utilisée en conformité avec avec toute forme de réglementation. Donc voilà les préoccupations principales en matière d'éthique liées à l'utilisation de l'IA. Et c'est pour ces raisons, c'est parce qu'il y a des risques et parce qu'il y a une éthique à défendre, qu'il est recommandé de mettre en place dans nos organisations qui utilisent l'IA, de mettre en place un système de management de l'IA. SMIA en français ou AIMS en anglais, un Artificial Intelligence Management System. C'est quoi un système de management? Un système de management, c'est une manière d'organiser les activités dans les organisations de manière à atteindre un objectif. ISO définit les éléments d'un système de management intégré comme étant déjà le leadership et l'engagement de la direction, la définition de politiques claires sur le périmètre à gérer, la définition des objectifs à atteindre, le fait de documenter toutes les informations, justement, entre autres, de documenter les politiques et les objectifs, de documenter les processus qui vont être mis en œuvre pour les gérer, et de garder la trace de tous les événements qui se produisent en lien avec le périmètre géré. La capacité d'auditer notre système de management afin de vérifier qu'il fonctionne bien, afin de vérifier que toutes les non-conformités à nos politiques, processus, etc. soient correctement détectées et que des actions correctives soient menées. La nécessité d'effectuer des revues de direction, c'est-à-dire d'avoir l'implication de la direction de l'organisation au plus haut niveau dans la définition justement des politiques, leur ajustement stratégique et la vérification que, eh bien, que le système de management fonctionne correctement. Et bien entendu, l'incorporation de d'une démarche d'amélioration continue visant à tirer en permanence les leçons de l'expérience, à mesurer la performance au quotidien de notre système de management et à en tirer les leçons pour son amélioration et pour éviter que lorsque des dérives se produisent, eh bien, éviter qu'elles puissent se reproduire. Ça, c'est commun à tout système de management. Qu'il s'agisse d'un SMQ, d'un système de management de la qualité, basé sur l'ISO 9001 par exemple, ou bref, dès que l'on veut gérer quelque chose correctement dans une organisation, il est recommandé de mettre en place un système de management sur le périmètre concerné. Un SMIA est donc un système de management intégré de l'intelligence artificielle. ISO 42001 nous propose un cadre très intéressant pour structurer notre système de management de l'intelligence artificielle. Vous voyez au travers de ce schéma la structure de cette norme et donc de ce cadre de système de management. Il est décomposé en différentes clauses. La clause numéro 4, les trois premières clauses sont des clauses introductives pour dire ce que c'est qu'ISO 42001, à quoi ça sert, à quoi ça s'applique, etc. et quel est le vocabulaire utilisé. Ça devient intéressant à partir de la quatrième clause qui insiste sur la bonne connaissance et la bonne compréhension du contexte de l'organisation. Autrement dit,
aussi bien le contexte interne, euh, par exemple, eh bien, qui sommes-nous? À quoi sert notre organisation? Quels sont ses objectifs stratégiques? Quels sont les processus existants? Quelles sont nos compétences actuelles? Quel est notre degré d'intégration des technologies numériques et de l'IA déjà à l'heure actuelle dans l'entreprise? Hein. Donc, tout ça, ce sont bien sûr des facteurs internes à prendre en compte. Et puis, bien sûr, un ensemble de facteurs externes, telles que les obligations légales et réglementaires auxquelles l'entreprise ou l'organisation est soumise, mais aussi les attentes de toutes des parties prenantes externes, telles que les clients, les partenaires, les autorités de régulation, mais et puis plus largement peut-être aussi du grand public lorsque l'on propose des produits et services basés sur l'IA accessibles au grand public. La compréhension du contexte est essentielle. J'oubliais bien sûr le marché et la concurrence, et tout le cadre éthique et social, cela va de soi. Donc cette compréhension de tous ces facteurs contextuels est essentielle pour bien cerner par la suite les risques auxquels nous sommes exposés et donc la nature des contrôles que nous serons amenés à mettre en place pour maîtriser notre usage de l'IA au sein de l'organisation. La clause 5 insiste sur l'importance du leadership, autrement dit, l'importance de l'implication de la direction au plus haut niveau dans cette démarche et dans ce cadre de gestion. Aucune gestion efficace sur quelque périmètre que ce soit, IA ou autre, ne saurait être mise en place s'il n'y a pas une pleine adhésion et un soutien et un engagement fort de la direction générale. La clause 6 se focalise sur la planification de ce système de management, de contrôle de l'IA. C'est-à-dire, qu'allons-nous mettre en place en termes de processus, d'organisation, de rôle, pour être capable de détecter et de traiter correctement les risques, de détecter aussi les bonnes opportunités, et d'intégrer les pratiques de contrôle de l'IA dans les processus de l'entreprise ou de l'organisation. Cela signifie que c'est lors de la planification que nous allons définir les objectifs que nous fixons à nos IA. Pourquoi on met en place de l'IA? Quels sont les objectifs? Comment ces objectifs soutiennent la stratégie de l'entreprise? Et qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour être capable de gérer et contrôler l'usage de l'IA au sein de notre organisation. La clause 7 parle du support. Le support, c'est, pour faire simple, toutes les ressources, compétences, ressources humaines, ressources technologiques, ressources financières, que l'on doit mettre en place, et qui ne seront bien sûr mises en place que si on a le bon leadership, voire clause 5, afin de gérer tout cela. C'est bien gentil de définir des objectifs, de définir des processus ou des manières de contrôler, si on ne met pas en œuvre les ressources qui vont supporter tout cela. Dans cette clause, les auteurs de la norme, insistent beaucoup sur la sensibilisation et la communication. Il est important de créer au sein de l'organisation une culture de l'IA et une culture de la responsabilité liée à l'IA et à son usage. La clause 8 se concentre sur les opérations, c'est-à-dire la réalisation de ce qui est convenu dans la clause 6 en termes de planification. La clause 9 sur tout ce qui concerne l'évaluation de la performance de l'IA elle-même et de son système de management. La clause 10
sur la démarche d'amélioration continue qui doit être mise en œuvre au travers de l'ensemble des étapes et des autres clauses. Deux derniers éléments importants de la norme, l'annexe A et l'annexe B. L'annexe A nous indique quelles sont les natures et les objectifs des contrôles à mettre en place. Toutefois, les IA pouvant avoir des applications très variées, bien qu'elle soit normative, cette annexe reste souple, elle reste flexible parce que tous les types de contrôles ne sont pas adaptés à tous les types d'IA. Et ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation d'appliquer tous les contrôles, mais uniquement les contrôles pertinents au périmètre attribué à l'IA dans l'organisation. Et le droit, et même je dirais le devoir, de mettre en place des contrôles pertinents pour les objectifs de l'organisation. Pareil pour l'annexe B, flexible aussi, qui nous donne des recommandations sur les contrôles de l'IA. Mais le temps passe et je suis un peu trop bavard, donc je vais passer rapidement sur la suite pour pouvoir ensuite répondre à vos questions. Quelques conseils de mise en œuvre. Eh bien, on vient d'insister dessus, s'assurer de la pleine adhésion et du soutien de la direction si vous voulez mettre en place de l'IA et surtout mettre en place un bon système de management de l'IA. Gérer la mise en œuvre initiale comme un projet stratégique dans l'entreprise. Il faut y allouer les ressources nécessaires, il faut se donner des objectifs en termes de délai, en termes de voilà, je dirais, et en termes de réalisation pour la mise en œuvre initiale. Évitez d'être trop ambitieux au démarrage lorsque vous souhaitez mettre en place un système de management de l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de mesurer la performance et aussi la contribution de ce système de management de l'IA aux objectifs stratégiques et aux résultats de l'organisation. Faites attention à ne pas négliger la résistance au changement, particulièrement en interne. Introduire des nouveaux outils d'IA, eh bien, c'est pas évident à accepter par tout le monde. Ça peut susciter beaucoup de craintes. Nous connaissons la nature humaine, je dirais très naturellement, je dirais frileuse face aux changements qu'on cherche à lui imposer. Et du coup, il est important de développer une culture du changement et une culture du numérique et de l'IA au sein de l'entreprise pour que tout le monde comprenne les enjeux et adhère aux changements qui vont être apportés dans l'organisation dans le cadre de cette démarche. Il faut également ne pas oublier d'évaluer les impacts pour les acteurs externes et particulièrement par rapport à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Voilà. Et enfin, je dirais que ISO 42001, que vous ayez ou pas l'intention de vous faire certifier, fournit un cadre, un modèle très intéressant pour la bonne gestion de l'IA, mais pas que de l'IA, parce qu'on peut facilement étendre ce modèle à toutes les technologies numériques. Autrement dit, en partant du texte de cette norme, eh bien, vous pouvez facilement extrapoler ce système de management à l'ensemble de la gestion de vos technologies numériques. Et enfin, dernière chose que je n'ai pas dite mais qui est importante, que je n'ai pas écrite, il est très important d'intégrer ce système de management au processus existant dans l'entreprise. Votre entreprise ou votre organisation n'en est certainement pas à son premier système de management. Beaucoup d'organisations ont déjà intégré des systèmes de management de la qualité basés sur ISO 9001 par exemple, ou d'autres systèmes de management équivalents liés à leur domaine d'activité. Et le système de management de l'IA doit s'intégrer avec tout ça. Et d'ailleurs, il a été conçu pour s'y intégrer facilement et être parfaitement compatible avec les autres normes, dont, bien entendu, puisqu'on parlait de risque et de sécurité, la norme ISO 27001, entre autres. Si vous voulez en savoir plus,
Voici une liste de quelques documents essentiels. Bien sûr, cette liste est loin d'être complète et beaucoup d'autres documents peuvent vous aider. J'ai cité en premier les principales normes liées de près ou de loin à l'IA, mais aussi au management de la sécurité et du risque. Et en dessous, bien sûr, il n'y a pas que les normes, il y a bien d'autres sources d'informations utiles sur la gestion de l'IA. Et entre autres, des sources réglementaires comme la loi européenne sur l'IA, un- qui est assez bon, très rébarbative à lire, mais intéressante pour comprendre un peu les enjeux de la sécurité de l'IA. Et puis, il y a aussi des normes nationales et pas que des normes ISO internationales, telles que les normes américaines du NIST, les normes françaises de l'AFNOR, ou encore les travaux d'organismes comme la CNIL en France. Et enfin, il existe de nombreuses méthodes référentielles euh, ou frameworks pour vous aider à gérer différents aspects tels que la gestion des risques, la gestion de projets, la gestion de la sécurité, etc. Impossible de les citer tous tellement il y en a. Bien entendu, si vous souhaitez plus d'informations et si vous souhaitez vous faire bien vous former ou vous faire certifier sur certaines de ces normes ou de ces frameworks, eh bien, une fois de plus, je vous invite à consulter les catalogues de PECB et de OO2 formation. Eh bien, je vais maintenant commencer à répondre aux questions. Alors, première question, quel serait le périmètre réaliste de départ du SMIA? La direction des systèmes d'information qui serait responsable de la disponibilité de l'infrastructure IA, je suppose. Ah, c'est une très bonne question. En fait, c'est pas nécessairement directement lié à l'IT. Évidemment, les systèmes d'IA vont exploiter une infrastructure informatique. Mais beaucoup vont se trouver dans le cloud où, voilà, je dirais, c'est pas nécessairement la meilleure idée. La vraie question à se poser, c'est à quoi doit me servir mon IA? Quel est le périmètre de son application? Et c'est ça qu'il faut chercher à viser en premier. J'espère avoir bien répondu à cette première question. Question suivante, comment mesurer la maturité numérique d'une organisation? Décidément, que des bonnes questions. Difficile d'y répondre de façon courte. Alors, déjà, pour mesurer la maturité numérique d'une organisation, il est simple, enfin, la première piste est de mesurer l'utilisation, le taux d'utilisation des outils numériques que vous avez mis en place en interne. Alors, en interne ou mise à disposition de vos clients, par exemple. Quand vous mettez en place des nouvelles solutions, sont-elles correctement utilisées? Sont-elles beaucoup utilisées ou pas? Est-ce que les anciennes solutions qu'elles remplacent continuent de vivre longtemps? Voilà, par exemple, un des indicateurs parmi beaucoup d'autres qui pourraient être utilisés pour mesurer la maturité numérique d'une organisation. Quelles sont les meilleures pratiques pour intégrer les outils d'IA tout en maintenant la conformité avec les normes ISO dans le processus d'entreprise? Alors, là encore une bonne question. Comme je le disais, ISO 42001 sert à répondre à cette question et est nativement compatible avec les autres normes. Quand on veut intégrer un nouveau système de management, eh bien, le mot intégrer, et je dirais la vraie réponse, c'est-à-dire que il ne faut pas le considérer comme un système à part de gestion de quelque chose à part. Dans l'entreprise, vous avez déjà mis en place des processus pour gérer la sécurité, pour gérer la qualité, pour gérer tout un tas de choses. Eh bien, le système de management de l'IA doit s'appuyer sur ces processus que vous avez déjà mis en place.
Voilà. C'est bien cette notion d'intégration qui prime avant tout. Il ne s'agit pas de mettre en place un nouveau cadre séparé des autres, il s'agit bien d'étendre le cadre de gestion dont vous disposez déjà en étendant son périmètre à l'IA grâce aux recommandations de ISO 42001. J'espère avoir répondu correctement à cette question. Autre question, est-ce que l'ISO IEC 42001 est applicable pour les pays en voie de développement numérique? Quels sont les prérequis minimums pour cette ISO? Alors, je dirais, effectivement, on peut se poser la question par rapport au, je dirais, au retard entre guillemets numérique de certaines régions du globe. Euh, Est-ce que ça peut, est-ce que ISO 42001 reste pertinent dans un contexte comme celui-là? Ma réponse est oui. J'ai envie de dire que tout retard est totalement relatif. Si je regarde par exemple ce qui s'est passé avec la téléphonie, eh bien dans de nombreuses régions africaines entre autres, eh bien par faute de moyens, il n'y avait pas de réseau téléphonique filaire. Pourtant, d'une façon très rapide, quand est arrivée la téléphonie mobile, elle a pris et elle a pris sur le marché d'autant plus vite que justement il n'y avait pas un passif, je dirais, il n'y avait pas une dette technologique. Donc, on peut considérer et on peut espérer concernant l'intelligence artificielle, on peut considérer la même chose, c'est-à-dire que le soi-disant ou prétendu retard aujourd'hui pourrait être très rapidement comblé et peut-être même être facilité par le fait qu'il y ait moins d'existants numériques pour intégrer les nouvelles technologies. Alors, une entreprise qui n'utilise que des IA génératives comme Copilot ou ChatGPT a-t-elle besoin de mettre en place un SMIA? Alors, je dirais oui, à minima. Le périmètre du coup reste en est très restreint, ce qui facilitera d'ailleurs l'intégration de ce SMIA, au moins pour définir de façon très claire les politiques d'utilisation de ces outils dans l'entreprise. Comme je le disais, ça peut provoquer des problèmes de confidentialité quant aux données de l'entreprise et un mauvais usage de ces outils pourrait également placer l'entreprise dans des situations, je dirais, qui la rendraient peu conforme à certaines réglementations. Donc, ne serait-ce que pour s'assurer de cela, hein, que l'entreprise, au travers de l'usage qu'elle fait des IA tierces, ne se met pas elle-même hors la loi, je dirais, et ne prend pas des risques inconsidérés, il serait bien au minimum de mettre en place un SMIA, aussi simple soit-il, pour définir des politiques claires, veiller à ce qu'elles soient appliquées et ainsi promouvoir une culture positive de l'utilisation de ces outils IA dans l'entreprise. Alors, on constate que l'IA a beaucoup d'avantages dans la performance des entreprises. Euh, A-t-elle des conséquences négatives aussi? Alors, à terme, peut-être. Effectivement, on peut toujours s'interroger après sur quelle sera la place de l'humain dans tout ça. Aujourd'hui, il est certain que les IA améliorent énormément nos performances dans de très nombreux domaines. La vision positive et optimiste va dans ce sens-là. Évidemment, on pourrait s'interroger sur le fait que demain, est-ce qu'on aura toujours besoin de médecins quand on aura des IA qui seront capables de faire des diagnostics de façon beaucoup plus précise et fiable que les médecins humains? Est-ce qu'on aura toujours besoin de pilotes dans les avions? Est-ce qu'on aura, etc., etc. Mais là, on est plus après dans le domaine de la science-fiction pour l'instant.
hein. Même s'il me semble essentiel que nos sociétés s'interrogent dès à présent sur les effets d'une utilisation massive de l'IA, en effet. Oui. Euh, Quel serait l'impact de l'utilisation de l'IA sur le sur le QI des humains d'ici quelques années? Même réponse. Là encore, c'est tout l'un et tout l'autre. On peut craindre que l'utilisation des IA entraîne une paresse intellectuelle, hein, et nous amène à ne plus réfléchir là où on a mis des IA qui le font à notre place. Ou au contraire, on peut avoir une vision très optimiste de dire que grâce aux IA, on peut nous-mêmes apprendre et progresser beaucoup plus vite, nous poser les meilleures questions, nous concentrer sur d'autres centres d'intérêt, etc. Donc, je pense pas qu'il y ait une réponse absolue à cette question. Alors, défaut ou avancée de l'IA, si aujourd'hui un travail scientifique qui prenait des mois, voire des années pour publication est actuellement en 2 clics. Voilà. Ah ah. En 2 clics, la personne a tout sur son écran sans effort. Eh oui. Bah, c'est un petit peu la suite de la même question. Bon, vous parliez de recherche. C'est vrai que l'IA est très utilisée dans le domaine de la recherche et particulièrement médicale. Euh, bon, euh, un exemple que nous avons vécu dernièrement est la production des vaccins contre la Covid. Bon, je ne veux pas rentrer dans les débats sur bon, pas bon, etc. C'est pas l'objet, mais effectivement, de très nombreuses, enfin, je veux dire, la production aussi rapide de vaccins a été rendue possible grâce justement à l'utilisation de l'IA. Juste pour citer un exemple, hein, voilà. Quel est l'avenir de la norme ISO 42001 du point de vue employabilité et opportunité par rapport à d'autres normes comme ISO 38500 par exemple? Mhm. Euh, j'ai du mal à comprendre le sens de la question du point de vue employabilité et opportunité. Moi, il me semble, euh, je dirais que oui. Si, si, ça y est, je commence à comprendre. Ok, désolé. C'est que je dois commencer à fatiguer un petit peu, je n'avais pas pigé. Oui, en gros, est-ce qu'une certification sur une norme telle que ISO 42000 améliore votre CV et vous rend plus facilement employable, par exemple? Voilà. Je pense que même si ça n'est pas encore le cas, et pour cause, la norme est très récente, compte tenu de la vitesse à laquelle les IA vont se répandre dans nos organisations, ce type de certification va effectivement, je pense, être rapidement demandé sur le marché. Et oui, c'est quelque chose qui devrait être envisagé rapidement, je pense. En tout cas, les certifications individuelles sur les sujets liés à l'IA et liés à la sécurité liée à l'IA et particulièrement à la cybersécurité sont vraiment, pour certains déjà et pour d'autres probablement bientôt, des sujets, je dirais, à la pointe. Oui, pour augmenter son employabilité, pardon. Eh bien, j'ai déjà dépassé le temps imparti. Désolé pour ceux à qui je n'ai pas eu le temps de répondre, s'il y avait d'autres questions. Quoi qu'il en soit, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à poser vos questions supplémentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je serai ravi d'y répondre. Et à bientôt, j'espère, pour d'autres webinaires.